Je suis rentré d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé ma fille de 5 ans à peine en train de respirer. Mon mari s'est moqué d'elle. Elle était méchante, je l'ai juste un peu punie. Ne sois pas si dramatique, dit-il. Quand j'ai appelé les secours, ils ont vu mon mari et leur expression a changé. L'un m'a chuchoté à l'oreille, « Madame, votre mari est... » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi pluvieux d'automne à Seattle, au son réconfortant des gouttes de pluie tapotant contre les fenêtres, Emily Thompson était assise devant son ordinateur portable dans son bureau à domicile. Elle avait réussi à bâtir sa carrière de consultante en marketing indépendante. De la pièce voisine, elle entendait la voix de sa fille de 5 ans, Sophia, qui jouait avec ses poupées. 3 ans plus tôt, la vie d'Emily avait radicalement changé. Son premier mari, James, était décédé d'un cancer. Se retrouvant seule avec Sophia, alors âgée de 2 ans, Emily s'était sentie complètement perdue. Cependant, avec sa force innée, elle s'était ressaisie, avait opté pour le télétravail et avait fait du temps passé avec sa fille une priorité. La lumière était revenue dans sa vie 2 ans auparavant, grâce à une rencontre providentielle avec David Richard dans un café du quartier. Tout avait commencé lorsque Sophia avait fait tomber son cupcake par terre et s'était mise à pleurer, et que David s'était gentiment approché d'elle. « Ce n'est pas grave, ma puce. Je vais t'en acheter un autre. » David s'était présenté comme superviseur de chantier pour une entreprise de construction locale. Avec son sourire doux et son regard chaleureux, il avait aussi su créer un lien naturel avec Sophia. Emily avait ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Sa relation avec David avait progressé sans heurts. Chaque week-end, il consacrait du temps à Sophia, l'emmenant au parc et cuisinant avec elle. Quand Emily était occupée par son travail, il la soutenait en lui disant « Ne te surmène pas. Je m'occupe de Sophia. » Cependant, David avait aussi ses parts de mystère. Quand elle l'interrogeait sur son passé, il prenait un air distant et disait simplement « J'ai vécu des choses difficiles, alors maintenant je veux vivre positivement. » Il en allait de même pour sa famille, il éludait le sujet en disant « Je n'ai plus de contact avec eux. » Emily n'a pas cherché à en savoir plus, comprenant que chacun a un passé dont il ne souhaite pas parler. 1 an plus tard, ils se sont mariés. La cérémonie a eu lieu dans une petite église, en présence uniquement des parents d'Emily et de quelques amis. Personne n'est venu du côté de David. Emily a compati à son explication « Je suis en froid avec ma famille. » Après le mariage, tous les 3 semblaient vivre heureux dans leur nouvelle maison. Toutefois, quelques mois après le mariage, de subtils changements ont commencé à apparaître chez David. Prétextant le stress au travail, il est devenu plus irascible qu'auparavant. Il a commencé à traiter Sophia avec une sévérité particulière, affirmant qu'il devait la discipliner correctement. « Emily, il ne faut pas gâter les enfants. Surtout les filles, elles doivent apprendre la discipline dès maintenant pour leur avenir. » Emily se sentit quelque peu déconcertée par les paroles de David, mais elle pensa que l'approche des hommes en matière d'éducation était différente de celle des femmes. Comme James n'avait pas pu beaucoup participer à l'éducation de leur fille à cause de sa maladie, elle ne savait pas à quoi ressemblait la sévérité paternelle venant d'un homme. Le travail d'Emily se portait bien également, avec de plus en plus de demandes de la part de grandes entreprises, ce qui entraînait davantage d'opportunités de voyage d'affaires. David se montrait encourageant. Concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi Sophia. Ta carrière est importante. Je prendrai bien soin de Sophia pour que tu puisses te concentrer sur ton travail l'esprit tranquille. Encouragée par les mots de David, Emily commença à s'investir encore plus dans sa carrière. Comme Sophia disait, ça ira bien avec papa. Emily pouvait partir en voyage d'affaires sereinement. Un soir, au dîner, Sophia dit d'une petite voix, « Maman, papa fait parfois des grimaces qui font peur. » Emily rit et répondit « Papa est fatigué par son travail, mais il t'aime très fort. » Environ 6 mois après le mariage, Emily a commencé à remarquer des changements chez Sophia. Auparavant, Sophia sautait dans le lit d'Emily dès le matin et la saluait joyeusement par « Bonjour, maman ». Mais dernièrement, elle était souvent retrouvée recroquevillée dans un coin de sa chambre à son réveil. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophia? Tu te sens malade ?» Quand Emily posait la question, sa fille secouait la tête et répondait d'une voix à peine audible « Je vais bien ». Cependant, son expression avait perdu son éclat d'antan. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'est que lorsque David entrait dans la pièce, le corps de Sophia se crispait visiblement. La fillette qui, autrefois, courait vers lui en disant « Papa, bon retour à la maison », se contentait maintenant de l'observer de loin, comme pour jauger son humeur. Un matin,
Alors qu'Émilie préparait le petit déjeuner, Sophia entra dans la cuisine et prit la parole avec hésitation. « Maman, papa fait peur. » Émilie arrêta ce qu'elle faisait et regarda sa fille. « Peur? Pourquoi? » « Hier, quand j'ai oublié de ranger mes poupées, papa s'est mis très en colère. Ses yeux étaient si effrayants. » Émilie serra sa fille dans ses bras. « Papa est strict, mais c'est une preuve d'amour. Il veut que Sophia soit une gentille petite fille. » Cependant, au fond de son cœur, une petite anxiété germait. La discipline de David semblait parfois trop sévère. Mais Émilie n'avait pas confiance en son propre jugement. Elle se demandait si elle n'avait pas été trop permissive en tant que mère célibataire et si elle ne comprenait pas ce qu'était la sévérité paternelle. Ce soir-là, Émilie en a discuté avec David. « Sophia semble avoir peur de toi. Pourrais-tu être un peu plus doux avec elle ?» David leva les yeux de son journal et sourit froidement. Ce sourire était d'une cruauté terrifiante, comme Émilie n'en avait jamais vu chez lui. « Émilie, il ne faut pas gâter les enfants. Surtout les filles, si tu fais ça, elles apprendront à dépendre des hommes. Si nous ne leur inculquons pas une bonne discipline maintenant, elles ne deviendront pas des adultes convenables. » Mais elle n'a que 5 ans, peut-être un peu? C'est justement parce qu'elle a 5 ans que c'est important. J'ai plus d'expérience que toi en matière d'éducation des enfants. Émilie ne put rien répliquer face à l'attitude ferme de David. Il était en effet plus âgé qu'elle et avait plus d'expérience de la vie. Elle pensa qu'elle était peut-être surprotectrice. Au cours des semaines suivantes, les changements chez Sophia devinrent encore plus prononcés. Elle tremblait parfois pendant les repas et se réveillait de plus en plus souvent en pleine nuit à cause de cauchemars. Quand Émilie demandait « Tu as fait quel genre de rêve ?» elle répondait seulement « Je ne me souviens plus ». Un après-midi, Émilie avait une importante conférence téléphonique avec un client. Sophia avait de la fièvre et était rentrée plus tôt de la maternelle. « David, je suis désolé, mais pourrais-tu t'occuper de Sophia ? La réunion d'aujourd'hui est vraiment importante. » David sourit gentiment. « Bien sûr, concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi Sophia. » Cependant, après qu'Émilie se soit dirigée vers son bureau, Sophia pleura et supplia « Je veux rester avec maman. » L'expression de David changea complètement. « Ta mère est occupée par son travail. Ne sois pas égoïste. » 3 heures plus tard, quand Émilie rentra, Sophia était allongée dans son lit, inhabituellement silencieuse. Sa fièvre avait baissé, mais les yeux de sa fille étaient vides. « Comment ça s'est passé ?» demanda Émilie. David répondit « Elle a bien dormi. Pas de souci. » Pourtant, Sophia regardait sa mère avec une expression qui semblait vouloir dire quelque chose. Ce week-end-là, Émilie devait partir pour un voyage d'affaires de 3 jours afin de négocier avec une grande entreprise de la côte ouest. Si elle parvenait à décrocher ce contrat, sa carrière ferait un bond en avant significatif. Cependant, en voyant l'état de Sophia, elle était anxieuse à l'idée de quitter la maison. « Peut-être que je devrais annuler le voyage d'affaires, » murmura Émilie. Mais David secoua la tête. « Si tu fais ça, ça nuira à ta carrière. Je m'occupe bien de Sophia, alors par l'esprit tranquille. » Mais dernièrement, l'état de Sophia? C'est parce que tu t'inquiètes trop. Sophia devient anxieuse aussi. Si la mère est confiante, l'enfant se sentira en sécurité. Émilie dut se laisser convaincre par la persuasion logique de David. Peut-être avait-il raison. Peut-être que son anxiété se transmettait aussi à Sophia. La veille du voyage d'affaires, Émilie se rendit dans la chambre de Sophia. Sa fille était recroquevillée dans son lit. « Maman, tu es vraiment obligée d'y aller ? » « Je suis désolée, Sophia, mais je serai bientôt de retour. Papa sera avec toi, donc tout ira bien. » Sophia ne dit rien, mais agrippa les vêtements d'Émilie avec ses petites mains. Émilie ne remarqua pas que ses mains tremblaient. Le lendemain matin, Émilie se dirigea vers l'aéroport. Elle appela plusieurs fois à la maison depuis la voiture, mais David se contenta de dire « Tout se passe bien. Ne t'inquiète pas. » Elle n'entendit pas la voix de Sophia. « Je pourrais parler à Sophia ? Elle fait la sieste en ce moment. Ce serait dommage de la réveiller. » Le même genre d'échange se poursuivit le 2e jour. Émilie essaya de se concentrer sur les négociations, mais au fond d'elle, elle s'inquiétait pour Sophia. Ce qui la dérangeait particulièrement, c'était un subtil changement dans la voix de David. La chaleur d'autrefois avait disparu, remplacée par une sorte de ton mécanique. Le soir du 3e jour, Émilie termina de signer le contrat final et poussa un soupir de soulagement. Ce fut un grand succès. Cependant, les pensées de sa famille l'emportèrent sur la joie. Elle fit ses bagages à la hâte et prit un vol de retour plus tôt que prévu.
Dans l'avion, Émilie fut frappée par un sinistre pressentiment. Les mains tremblantes de Sophia, ses yeux vides, et le fait qu'elle n'avait pas entendu la voix de sa fille une seule fois en 3 jours. Tout commença à se connecter dans son esprit. Ce n'est rien. Je me fais probablement des idées, se dit-elle. Mais le cœur d'Émilie battait violemment. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, une lourde anxiété dominait le cœur d'Émilie. Pendant tout le vol, elle avait regardé sa montre à plusieurs reprises, ne pensant qu'à rentrer chez elle. Le voyage d'affaires de 3 jours s'était soldé par un grand succès, mais cette joie était éclipsée par l'inquiétude pour sa fille. Dans le taxi, Émilie vérifia son portable à plusieurs reprises. La dernière communication de David remontait à 12 heures, et il était resté silencieux depuis. Ils dorment probablement tous les deux, se dit-elle, mais cela lui semblait anormal à 15 heures. Quand elle descendit du taxi devant sa maison, Émilie remarqua le silence étrange qui y régnait. Normalement, de la lumière filtrait par les fenêtres et elle entendait les rires de Sophia, mais la maison était aussi silencieuse qu'un cimetière. Tous les rideaux étaient tirés, comme si personne n'y vivait. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, un silence pesant enveloppa toute la maison. « Je suis rentrée !» La voix joyeuse d'Émilie résonna dans le vide, mais il n'y eut aucune réponse. Elle laissa sa valise à l'entrée et se dirigea vers le salon. Ce qu'elle y vit, c'est David, allongé sur le canapé, fixant la télévision d'un air absent. Le son d'un journal télévisé provenait de l'écran, mais les yeux de David étaient vides, comme s'il ne regardait pas vraiment. Ses vêtements étaient plus négligés que d'habitude, comme s'il avait porté les mêmes habits pendant 3 jours. « Bon retour », dit David mécaniquement sans même tourner la tête. Cette voix n'avait rien de sa chaleur d'antan et possédait une froideur qui lui donnait l'impression de parler à un étranger. Pas de questions sur le voyage d'affaires, pas de mots comme « tu m'as manqué ». Émilie sentit quelque chose de glacial au fond de sa poitrine. « Où est Sophia ?» À la question d'Émilie, David répondit sans quitter la télévision des yeux. « Elle dort dans sa chambre. »« À cette heure-ci ? Est-ce qu'elle va bien ? » ?»« Elle est probablement fatiguée. » La réponse laconique de David ne fit qu'accroître l'anxiété d'Émilie. Ses pas s'accélérèrent naturellement alors qu'elle se dirigeait vers la chambre de sa fille. En descendant le couloir, le silence anormal de la maison la dérangeait de plus en plus. On n'entendait aucun des bruits habituels de la vie quotidienne. La porte de la chambre de Sophia était entr'ouverte. Émilie l'ouvrit doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pièce sombre, elle aperçut Sophia allongée dans son petit lit. « Sophia, c'est maman. Je suis de retour. » Au moment où elle s'approcha doucement et regarda le visage de sa fille, le sang d'Émilie se glaça. Le visage de Sophia était pâle et ses lèvres étaient devenues violettes. Sa respiration était superficielle, comme si elle était à peine en vie. Plus choquant encore étaient les innombrables ecchymoses qui marquaient le visage et les bras de sa fille. Il y avait une ecchymose en forme de main sur sa joue, et des lignes rouges comme des marques de doigts sur son cou. Des bleus parsemaient ses bras, comme si on l'avait empoignée. « Sophia! Sophia !» Émilie secoua doucement sa fille, mais la réponse fut faible. Les yeux de Sophia s'ouvrirent lentement, mais ils étaient sans focus, et il lui fallut du temps pour reconnaître sa mère. « Maman », murmura Sophia d'une voix fluette. Cette voix était complètement différente de celle, pleine d'énergie, de sa fille 3 jours plus tôt. « Ça va aller. Maman est là. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Au lieu de répondre, Sophia se mit à trembler légèrement. Émilie sut instinctivement que ce tremblement venait de la peur. La température corporelle de sa fille était anormalement basse et elle semblait souffrir de déshydratation. Émilie prit sa fille dans ses bras et se précipita vers le salon. David était toujours assis sur le canapé, continuant de regarder la télévision. « David, il est arrivé quelque chose de terrible à Sophia. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» David se retourna lentement. Son expression ne montrait aucune surprise ni inquiétude, mais plutôt un air agacé. « Pourquoi tu fais tout ce foie ? Regarde le visage de Sophia, ses bras. C'est quoi ces bleus ?» David se leva et sourit froidement. Ce sourire était d'une cruauté terrifiante, comme Émilie n'en avait jamais vu. C'était une vilaine fille, alors je l'ai juste un peu disciplinée. Ne sois pas si dramatique. Une discipline ? Tu appelles ça une discipline ? Ma fille est presque en train de mourir. C'est parce que cet enfant n'écoutait pas. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Je veux voir maman. Je veux appeler maman. C'était si bruyant. Je ne pouvais plus le supporter. Le ton de David était aussi dénué d'émotion que s'il parlait d'un jouet cassé.
Émilie sortit son téléphone portable, les mains tremblantes. Arrête. La voix de David devint soudainement grave. Si tu appelles la police, tu auras des ennuis aussi. En tant que mère qui a abandonné son enfant pour partir en voyage d'affaires. Cependant, Émilie n'écoutait pas. De ses doigts tremblants, elle composa le 911. J'ai besoin d'une ambulance, s'il vous plaît. Ma fille respire à peine. L'adresser? Pendant qu'Émilie donnait l'adresse, David claqua de la langue et se rassit sur le canapé. Il agissait comme s'il avait été entraîné dans une affaire ennuyeuse. 10 minutes plus tard, le son des sirènes s'approcha. Émilie attendait à l'entrée, tenant Sophia dans ses bras. La respiration de sa fille devenait encore plus faible et sa conscience s'embrumait. Les secouristes arrivèrent, et le premier homme qui entra portait un badge nominatif indiquant « Mark Davis ». Il commença à vérifier l'état de Sophia. Depuis combien de temps est-elle dans cet état? Je viens de rentrer. J'étais en voyage d'affaires depuis 3 jours. Mark fronça les sourcils en voyant les ecchymoses sur le cou et les bras de Sophia. C'étaient clairement des signes de maltraitance. Cependant, au moment où il vit David, son expression changea radicalement. Son visage devint blême et tout son corps se mit à trembler. Les yeux de Mark montraient une expression d'incrédulité, et il murmura doucement, « Pas possible, cet homme, c'est… » Mark s'approcha de l'oreille d'Émilie et chuchota d'une voix tremblante, « Votre mari est une personne dangereuse. J'appelle la police immédiatement. » Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mark sortit sa radio et donna des instructions à ses collègues. Contactez la police et les services de protection de l'enfance. Suspicion de maltraitance infantile. Et il regarda David une fois avant de continuer. Vérifiez le nom du suspect. Ce pourrait être Michael Harrison. Le visage de David changea de couleur en entendant ce nom. Tout son calme antérieur s'effondra d'un coup, et il tenta de se lever. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Je suis David Richard. Ne mentez pas. La voix de Mark tremblait de colère. Je ne vous oublierai jamais. Je sais ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait à ma sœur. Tandis que la sirène de l'ambulance déchirait le silence de la nuit, Sophia fut transportée aux urgences de l'hôpital pour enfants de Seattle. Émilie tenait fermement la main de sa fille, regardant les secouristes s'efforcer désespérément de la soigner. Même dans le véhicule, Mark continuait de contacter la police par radio. L'identité du suspect est Michael Harrison, 39 ans. Plusieurs antécédents pour des cas de maltraitance d'enfants. Il devrait être actuellement en probation. Émilie n'en croyait pas ses oreilles. En probation. Alors pourquoi était-il libre d'agir? Et pourquoi n'en avait-elle pas été informée? En arrivant à l'hôpital, Sophia fut immédiatement emmenée en unité de soins intensifs. Le médecin traitant, le docteur Jennifer Cole, était une pédiatre urgentiste avec 30 ans d'expérience. Elle comprit l'état de Sophia en un coup d'œil. Elle souffre de déshydratation sévère et d'hypothermie. De plus, il y a des signes de légère asphyxie due à une compression du cou, expliqua calmement le docteur Cole. Ces blessures externes sont clairement intentionnelles et montrent des symptômes typiques de maltraitance systématique. Dans la salle d'examen, le médecin donna à Émilie une explication détaillée. Votre fille a des ecchymoses à plus de 10 endroits sur son corps, et d'après leur forme, nous pouvons déterminer qu'elles ont été faites par des mains d'adultes. Les blessures autour de son cou sont particulièrement dangereuses, et si vous étiez arrivé quelques heures plus tard, sa vie aurait été en danger. Émilie écoutait en pleurant. Pendant qu'elle se concentrait sur son travail, sa fille bien-aimée avait enduré une telle souffrance. Par la loi, de tels cas doivent toujours être signalés à la police et au service de protection de l'enfance, poursuivit le docteur Cole. Nous avons déjà pris contact. 1 heure plus tard, le détective de la police de Seattle, Denny Lee, et son partenaire, le détective Michael Turner, arrivèrent à l'hôpital. Le détective Lee avait 15 ans d'expérience en tant qu'enquêteur spécialisé dans la maltraitance infantile. Vous êtes Emily Thompson, n'est-ce pas? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que l'état de votre fille s'est stabilisé, commença le détective Lee d'un ton doux. Cependant, nous devons discuter de quelque chose d'important. Veuillez nous parler en détail de votre mari. Mon mari est David Richard. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans et mariés il y a 1 an. Donc, vous le connaissez sous le nom de Richard, l'interrompit le détective Turner. En réalité, le vrai nom de cet homme est Michael Harrison. C'est un récidiviste qui a commis 3 cas de maltraitance d'enfants au cours des 5 dernières années. Le monde d'Émilie s'effondra. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi?
Il a utilisé un faux nom et a même créé de faux papiers d'identité. C'était méticuleusement planifié pour vous tromper, expliqua le détective Lee. Selon notre base de données, Harrison a maltraité les 2 beaux enfants de son ex-femme en 2019 et a reçu une peine de 3 ans avec sursis. Plus tard, en 2021, il a gravement blessé l'enfant de sa compagne et a de nouveau obtenu une peine avec sursis. Pourquoi une peine avec sursis? Pourquoi n'est-il pas en prison? La voix d'Emily tremblait. Malheureusement, en raison de failles juridiques et de peines légères pour insuffisance de preuves, répondit le détective Turner avec une expression amère. Mais cette fois, c'est différent. Nous avons des preuves médicales et des témoins. À ce moment, Mark Davis apparut dans le couloir de l'hôpital. Il était venu pour demander un interrogatoire de police. J'ai aussi quelque chose que je veux témoigner, dit Mark avec une expression déterminée. Cet homme a fait du mal à ma sœur. Dans une pièce séparée, Mark commença à raconter son expérience. Il y a 4 ans, ma sœur Lisa avait 7 ans. Après la mort de notre mère dans un accident de la route, Michael Harrison, qui était le petit ami de notre mère, s'est temporairement occupé d'elle. La voix de Mark tremblait de colère et de tristesse. Au début, c'était un homme gentil. Mais la violence a commencé après quelques semaines. Spécifiquement, quel genre? Demanda le détective Lee. Quand Lisa n'écoutait pas, il lui serrait le cou. Il ne lui donnait pas à manger et l'enfermait dans le placard toute la journée. Quand je rentrais du travail, Lisa pleurait tous les jours. Mark poursuivit, un jour, j'ai trouvé Lisa effondrée et inconsciente. Elle a été emmenée en ambulance et est restée en soins intensifs pendant 3 jours. L'état de Lisa à ce moment-là était exactement le même que celui de la petite Sophia aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-il pas reçu une peine sévère à ce moment-là? Exigea Emily. Harrison était rusé. Il a prétendu que l'enfant était tombé dans les escaliers et s'était blessé accidentellement, et Lisa était trop effrayée pour dire la vérité. Mark serra les poings. Il a aussi fait appel à des avocats, à la fin, il s'en est tiré avec du sursis. Le lendemain, la police arrêta officiellement Michael Harrison, alias David Richard. Au moment de son arrestation, il faisait ses valises chez lui et montrait des signes de tentative de fuite. Dans la salle d'interrogatoire, Harrison afficha une attitude de défi du début à la fin. Cette enfant était méchante. Je l'ai juste disciplinée parce qu'elle n'écoutait pas. La discipline, c'est étrangler une enfant de 5 ans? Questionna calmement le détective Lee. Les femmes deviennent gâtées si on les dorlote. Elles doivent être strictement disciplinées dès leur plus jeune âge. Vous avez commis des actes similaires à plusieurs reprises dans le passé, n'est-ce pas? C'est un malentendu. Je pensais au bien des enfants. Alors pourquoi utilisiez-vous un faux nom? Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité à Madame Emily Thompson? Harrison montra de l'agitation pour la première fois. Si je l'avais fait, elle ne m'aurait pas épousé. Cet aveu révéla son comportement frauduleux et planifié. Pendant ce temps, des examens détaillés étaient menés à l'hôpital. Le corps de Sophia présentait des blessures plus graves qu'imaginées, des côtes fêlées, des contusions aux organes internes et des inquiétudes quant à l'impact sur son développement dû au traumatisme psychologique. Heureusement, sa vie n'est pas en danger, expliqua le docteur Cole à Emily. Cependant, un rétablissement complet prendra du temps. Le suivi psychologique sera particulièrement important. 3 jours plus tard, le bureau du procureur de district prit contact. Michael Harrison fut inculpé de maltraitance aggravée sur enfant, de fraude et de violation de sa probation. Et cette fois, il ne pouvait pas échapper à une peine de prison. En combinant les cas passés avec l'affaire actuelle, nous nous attendons à au moins 15 ans de prison, expliqua la procureure Sarah Wilson. De plus, avec les accusations de fraude pour l'utilisation de faux noms, la possibilité de libération conditionnelle devient extrêmement faible. Emily ressentit un soulagement mêlé à une profonde autoculpabilisation. Des pensées comme « si seulement j'avais remarqué »,« si seulement j'avais été plus prudente » ne la quittaient pas. Cependant, Mark lui dit « vous êtes une victime. C'était un professionnel de la tromperie. Vous ne devriez pas vous blâmer. » Le procès eut lieu 3 mois plus tard. Mark, Lisa et d'autres victimes prirent courageusement la barre des témoins. Harrison ne montra aucun signe de remords jusqu'à la fin, continuant de clamer « je n'avais pas tort ». Le verdict fut de 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge déclara sévèrement « vous avez infligé des blessures irréparables à des enfants. Il est nécessaire que vous soyez isolé de la société ». Quand Harrison fut emmené hors de la salle d'audience, Emily versa des larmes de soulagement pour la première fois.
Sofia était en sécurité, et d'autres enfants seraient également protégés de lui. 6 mois plus tard, Emily et Sofia avaient déménagé dans un petit appartement d'un quartier résidentiel calme. Elles avaient vendu leur ancienne maison et décidé de prendre un nouveau départ dans un nouvel environnement. Dans la cuisine baignée de lumière matinale, Emily préparait le petit déjeuner avec Sofia. « Maman, mets beaucoup de myrtille dans les pancakes aujourd'hui. »« Bien sûr, mettons en plat. » La voix de Sofia avait retrouvé son éclat d'antan. Elle suivait une thérapie psychologique 2 fois par semaine, avec le soutien d'un pédopsychiatre, sa fille se remettait progressivement. Elle faisait encore des cauchemars de temps en temps, mais elle ne montrait plus les expressions de peur d'avant. Emily suivait également une thérapie pour elle-même. « Vous êtes une victime. Vous n'avez pas besoin de vous blâmer, » lui répétait sa thérapeute, mais il faudrait du temps pour dissiper complètement son sentiment de culpabilité. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait le sourire de sa fille, elle se sentait positive. Au cours de ces 6 mois, l'amitié entre Emily et la famille de Mark Davis s'était également approfondie. La sœur de Mark, Lisa, avait maintenant 11 ans, ayant vécu des expériences similaires, elle était liée à Sofia par un lien spécial. « C'est amusant de jouer avec Lisa, » disait Sofia. Elle a dit qu'elle avait aussi eu des expériences effrayantes, mais maintenant elle est devenue forte. Pique-niquer dans le parc avec la famille de Mark le week-end était devenu une routine. La femme de Mark, Carol, était une femme douce qui est devenue un soutien émotionnel pour Emily. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang, disait souvent Carol. Les sentiments de bienveillance et de soutien mutuel sont ce qui crée de véritables liens familiaux. Pendant ce temps, en prison, Michael Harrison faisait face à une réalité complètement différente. Le regard des autres détenus envers les abuseurs d'enfants était glacial, et il se sentait constamment en danger physique. Même après avoir été placé à l'isolement, le poids de ses actions passé le tourmentait. Personne ne venait lui rendre visite, et il passait ses journées dans la solitude. « Pourquoi ai-je fait de telles choses à l'époque ?» se murmurait-il parfois, mais il était trop tard pour les remords. La longue peine de 20 ans témoignait de la profondeur des blessures que les victimes avaient subies. Un jour, Emily reçut une demande d'une organisation de prévention de la maltraitance infantile pour faire du bénévolat. Le contenu était « Pourriez-vous parler de votre expérience à d'autres mères ?» Emily hésita d'abord, mais les mots de Sofia, « Si maman protège d'autres enfants, je te soutiendrai », la poussèrent à aller de l'avant. Une fois par mois, Emily commença à parler de son expérience au centre communautaire local. Elle continuait de transmettre l'importance de ne pas ignorer les changements chez les enfants, même si quelqu'un semble parfait, de faire confiance à son intuition et de chercher de l'aide au lieu de tout garder pour soi. 1 an plus tard, au printemps, Sofia entra dans une nouvelle école primaire. Son institutrice comprenait la situation et veillait à ce que Sofia puisse avoir une vie scolaire sécurisante. Le jour de la rentrée, Sofia, son nouveau cartable sur le dos, fit un signe de la main à Emily. « Maman, je vais faire de mon mieux. »« Oui, mais ne te force pas trop. S'il se passe quoi que ce soit, dis-le tout de suite à ta maîtresse ou à maman. »« Compris. On ne se fera jamais de secret, n'est-ce pas ?» C'était une nouvelle règle que les deux avaient décidée pour être honnêtes l'une envers l'autre sur les plus petites choses. Le travail d'Emily était également sur la bonne voie. Elle augmenta ses missions en télétravail et fit du temps passé avec Sofia sa priorité absolue. Ses revenus étaient inférieurs à ceux